D'après vous, quel est l'incentive le plus efficace? Les 60 € que j'ai dans cette main ou les 5 tranches de jambon que j'ai dans l'autre? Argent? Jambon? Pour être bien sur la même page, l'incentive c'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode Comment éradiquer la pauvreté. Il n'existe pas de traduction littérale du terme en français, mais s'il en faut vraiment un, on peut partir sur l'inciteur. Comme c'est vraiment très moche, on va éviter de faire ça. Et l'incentive, ça vise à modifier le comportement en incitant les personnes à agir autrement. Par exemple, si tu fais telle action, alors tu auras une punition, comme une amende quand on grille un feu rouge, ou si tu fais telle autre action, tu auras une récompense, comme une prime pour un travail bien fait. Alors selon vous, quel est le meilleur incentive? La promesse de recevoir 60 € ou la promesse de recevoir 5 tranches de saucisses? Je sais, c'est pas évident. A priori, les 60 €, parce qu'avec 60 € on peut s'acheter quand même pas mal de tranches de jambon. À moins que... Voilà. Si tu te couches, je te donne de l'argent. Tu veux de l'argent? Voilà. Couché. Je te donne du jambon si tu te couches. Couché. Alors pourquoi cette expérience? Tout simplement pour bien comprendre qu'un incentive est aussi efficace que sa valeur est perçue par celui dont on cherche à modifier le comportement. Et si ça paraît aussi absurde et évident avec mon chien tout mignon, c'est la même chose quand on cherche à modifier le comportement d'une personne. Et encore, avec une personne ça va, parce que si on la connaît ou on lui pose des questions, on peut arriver à trouver ce qu'elle préfère et ce qui la motive. Mais la tâche devient beaucoup plus compliquée quand on essaye de modifier le comportement de, je sais pas, 35 495 personnes en même temps. Là, ça devient vraiment compliqué. Et d'après vous, que se passerait-il si je récompensais systématiquement mon chien à chaque fois qu'il s'allonge? Je vais pas le faire ici, mais il va probablement avoir une tendance à s'allonger en permanence, partout, comme ça, et à attendre une récompense. On dit alors qu'il game the incentives, il se joue de l'incentives. Et si un chien peut le faire, je vous laisse imaginer ce que des êtres beaucoup plus intelligents peuvent faire. La plupart des récompenses ou punitions ont donc des effets difficilement prévisibles. On parle alors des effets pervers des incentives ou des effets d'aubaine, si on est un économiste. Du coup, ça, plus le fait que c'est la valeur perçue qui compte réellement, et on comprend vite que la mise en place de politiques publiques visant à modifier les comportements est souvent un casse-tête. L'étude la plus citée à propos de ces effets pervers raconte l'histoire d'une crèche. Il était une fois une crèche en Israël, où une directrice exaspérée était fatiguée d'attendre les parents qui récupéraient leurs enfants après le coucher du soleil, quand tout à coup, la directrice eut une idée et décida de le leur faire payer. Littéralement, de le leur faire payer. Ainsi, les parents en retard devaient sortir les chéquiers et les amendes payées. Bien entendu, plus un parent n'arrivait en retard, parce que c'est logique, en sanctionnant les mauvais comportements, on les réduit d'autant. Ils vécurent tous très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que non, après quelques jours ça ne marchait plus du tout. Ce qui avait été sous-estimé, c'est que l'incentive morale, à savoir la honte de venir chercher ses enfants en retard et de gêner les employés de la crèche, était une motivation qui était très efficace. La mise en place d'une amende a éliminé cette pression sociale, et très vite les parents se sont retrouvés en train d'acheter une autorisation pour arriver plus tard. Résultat, les parents sont arrivés en moyenne 2 fois plus en retard lorsque l'amende a été mise en place. Bref, c'est l'histoire d'un epic fail. Pour être un peu plus précis, c'est pas vraiment une histoire, mais une étude tout à fait sérieuse réalisée sur 10 crèches. J'ai mis le lien dans la description. Et tout cela m'amène au sujet de la COP21 qui se déroule bientôt en France. Le but de cet événement, c'est de changer le comportement des pays envers l'environnement et la pollution. Et comme j'ai dit changement de comportement, du coup... Alors, comment réduire l'émission de gaz polluants? Eh bien, ça risque de pas être si simple que ça du tout. Les états sont tous très différents, ont différents buts, différents objectifs, et peut-être que certains, comme mon chien, s'en foutent des 60 €, alors que d'autres exigeront les 60 €, le jambon et l'argent du beurre. Dans tous les cas, ça risque d'être bien complexe à gérer. Mais ce qui est certain, c'est que je suivrai la COP21 avec attention pour faire des parallèles entre environnement et économie. Et il y a beaucoup de choses à dire. Puisque j'en suis à changer de sujet toutes les 30 secondes, je vais également profiter de cette vidéo pour donner une précision sur l'expérience d'Esther Duflo. Comme je vous l'ai dit, pour motiver les gens à participer à un programme de vaccination, elle a mis en place un encouragement en distribuant 1 kg de lentilles par vaccin. Comprenez bien qu'il s'agit d'un incentive faible. La valeur d'un kilo de lentilles est autour d'1 $. C'est loin d'être une motivation assez forte pour que quelqu'un ne croyant pas du tout à l'efficacité d'un vaccin aille se faire vacciner pour un pauvre kilo de lentilles. On est donc loin d'une vaccination forcée et je voulais simplement mettre ça au clair. Maintenant, vous pensez peut-être que ce que je vous raconte c'est bien intéressant, mais n'étant ni un chien, ni un employé de crèche, ni au gouvernement, ni même prêt à vous faire vacciner pour 1 kg de lentilles, du coup les incentives, ça n'a pas grand chose à voir avec vous. Et pourtant, ils sont partout. De la fameuse niche fiscale, au livret A, au prix du pétrole, les notes à l'école, les taxes sur les cigarettes, les bonus écologiques, les primes, les pourboires, les dons pour les vidéastes, tout ça, ça impacte nos comportements.
En fait, on est pratiquement tous à notre échelle responsables de la mise en place ou de l'application d'incentives, que ce soit avec nos enfants, nos amis, nos collègues, nos clients. Alors ce que je vous propose, après avoir visionné cette vidéo, c'est d'y réfléchir, juste de prendre quelques minutes pour repérer les incentives autour de vous et ceux que vous mettez en place. Comme ça, pour le fun. Pour la route, voici mon petit incentive favori. Il n'existe pas en France, mais est présent dans pratiquement tous les pays nordiques, en Allemagne et aux États-Unis. Il s'agit d'une indication sur toutes les bouteilles et canettes vendues qui vous offrent de 5 à 30 centimes si vous ramenez la canette dans un magasin. C'est un système de consigne en fait, comme dans un festival avec les verres en plastique. Grâce à ça, de 1, on gagne de l'argent en finissant sa bière, donc plus de bière à demi-vide en fin de soirée, et ça, déjà, ça mérite un Nobel de la paix. Et de 2, le taux de recyclage des canettes et des bouteilles est très élevé. En Finlande, les champions sur ce domaine, les bouteilles en verre sont recyclées à près de 100% et seraient même réemplies 33 fois en moyenne sans être détruites. Je trouve ça quand même assez hallucinant. On m'a dit qu'il existait un système similaire il y a 30 ou 40 ans en France pour les bouteilles en verre. J'ai pu trouver quelques papiers là-dessus expliquant le pourquoi du comment, des raisons qui font que non. Mais encore une fois, si vous avez des informations de première main là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire stupideconomics@gmail.com avec en titre Incentives et canettes. Ou alors laissez un commentaire. Peu importe. Une dernière chose, je viens de me créer un compte Twitter, j'y partagerai l'avancement des épisodes et des trucs cool sur l'économie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Stupid Economics. Sur ce,